Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu. Bienvenue dans l'émission qui explore l'actualité du futur. On est content d'être là. Et oui, car ça fait un bail qu'on n'a pas exploré l'actualité du futur ensemble, avec vous, avec nous. On va parler de politique, on va parler de géopolitique, on va parler de questions de société. Ça fait un peu longtemps, parce qu'on a marre de la culture, de la science-fiction, tout le temps, là, le futur. On va revenir un peu dans le présent, mais pour s'interroger, comme évidemment, toujours avec Uzbek Erika, sur le monde qui vient. Aujourd'hui donc, on se pose, on prend un peu de hauteur, on jette un coup d'œil dans le rétro des derniers jours, peut-être même des dernières semaines, pour voir celles et ceux qui ont fait l'actu au cours de ce passé extrêmement récent, le tout sous forme de devinettes, petits jeux rigolos. Et oui, deux journalistes de la rédaction d'Uzbek m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Blaise. Et Lila Megrawa, salut Lila. Salut Blaise. Sans oublier Lucille Meunier, concentrée sur sa console et qui enregistre toutes les bêtises qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors avec Lila et Annabelle, on a donc sélectionné chacune une actualité récente qui nous a particulièrement interpellés et on va tenter de la faire deviner, cette personnalité qui incarne cette actualité. On va se la faire deviner entre vous et puis à vous aussi à distance. Sachez quand même, aujourd'hui c'est un peu spécial. Je ne suis pas le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est Lucille. Seule Lucille est au courant du casting de cette émission. On lui a fait remonter des petits noms, elle nous les a validés, les petits personnages mystères qu'on va vous faire découvrir. Donc je ne suis pas. Ça va être un spécial culture. Hein. Je sais pas, je pense pas. Je sais pas. C'est pas nous déstabiliser, Lila. Je sais pas. C'est ton tropisme qui parle, mais on va voir. C'est le mystère, voilà. Et tu fais bien de prendre la parole, Lila. Car c'est toi qui va ouvrir le bal et qui va essayer de nous faire deviner donc une personnalité d'actualité. À toi, Lila. C'est parti. Alors, en vrac, je suis diplômée de physique, j'ai fait de la recherche. Ma thèse, c'était étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et le calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statistiques. Mon père était pasteur, ma mère prof d'anglais et de latin. Et oui, j'ai grandi dans un pays où les profs enseignent 2 disciplines, mais aussi dans un pays qui n'existe plus et où la religion était considérée première ennemie de l'État. Ma famille était donc très surveillée, puis célébrée. Mon père, son blaze par ses collègues, c'était Kastner le Rouge. En rétrospective, c'est drôle, si on connaît mon parcours politique. Je suis depuis quasiment 15 ans aux plus hautes fonctions de mon pays. Je siège à l'Assemblée nationale locale depuis 1991. J'ai même été en fonction dans 2 pays. Forbes m'a élu à 13 reprises la personnalité politique la plus puissante au monde. J'ai connu 4 mandats au plus haut sommet de l'État. J'ai du mal à me faire remplacer. Je ne pars pas vraiment dans de bonnes conditions. Je suis, mon surnom est NJ. NJ ? NJ. Angela Merkel ? Ah bah oui. Voilà. Ah oui, NJ. NJ, c'est soit les Rolling Stones, soit Angela Merkel. Ouais. Il n'y a pas de doute possible. J'étais pas. Ouais. Alors, c'est l'association entre le tout début, le nom du diplôme de physique et la toute fin. Tu savais, diplômé de physique, toi ? Je savais qu'elle avait ce background-là, mais je n'avais pas du tout associé. Mais une fois que j'ai eu le surnom NJ, en fait, elle a effectivement, elle est née J'ai appris plein de choses sur elle. RFA. Ouais. Elle est née en RFA, mais oui, pays qui n'existe plus, ça m'a complètement déboussolé, bien joué. J'ai un peu triché. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, elle a été en fonction dans les 2 pays, puisqu'elle a été porte-parole adjointe, l'une des dernières porte-parole adjointes du gouvernement est-allemand. Donc c'est assez drôle. Et pour l'anecdote, en fait, elle a choisi d'étudier la physique, des études scientifiques, pour éviter de partager ses opinions politiques, qui étaient plutôt à l'encontre du régime
est-allemand. Eh ben, Angela, quoi. Angela Merkel. Dit Angela. Alors, on l'a jamais pourquoi faite, Attends, parce que on n'a Angela jamais fait Merkel, elle Angela. serait pas un peu au pouvoir depuis genre Mais 15 ans, 12 ans dans Actu Turfu. 15 ans, ouais. Ça fait depuis 2005. Mais alors, Lila, pourquoi en parlez-vous aujourd'hui ? Je vais faire des relances à la Nicolas Demorand avec Pierre Aski. Mais alors, Pierre Tout simplement parce que c'est chaud pour Engie, dont le mandat court jusqu'à 2021. Elle a un mal de chien à se faire remplacer. Celle qui devait lui succéder, alias AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Attends, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous le faire avec l'accent ? Annegret Kramp-Karrenbauer. Sinon, en français, magnifique. Annegret Kramp-Karrenbauer. Lila est germanophone, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Voilà. Donc, en fait, celle qui devait lui succéder a démissionné de la tête de la CDU. Son successeur devrait être désigné fin avril. Alors, on ne sait pas encore un successeur ou une direction collégiale, tant c'est compliqué. Cette démission, en fait, elle est advenue suite à un sacré fiasco en Thuringe, un land d'Allemagne de l'Est, où en fait, on a un des candidats issu du parti libéral allemand, le FDP, Thomas Kemmerich, qui a été élu grâce à une drôle d'alliance. L'alliance de la CDU et surtout de l'AfD. AfD, Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite allemand. Et donc, en fait, cette alliance a eu lieu pour empêcher le ministre-président sortant, issu de la gauche, d'être réélu. Donc, l'affaire a été dénoncée dans toute l'Allemagne, également par Angela Merkel. Pas de front républicain, quoi. Là, c'était clairement l'alliance. Là, c'était clairement... il y a eu un appel à de nouvelles élections. En attendant, pour l'instant, une direction transitoire a été menée, a été composée par plusieurs partis de gauche et les Verts. Mais surtout, cette affaire, en fait, elle traduit de réelles disputes internes. On a une partie des conservateurs, une partie de la CDU représentée par la Werte Union, qui est une espèce de groupuscule d'ultra-conservateurs qui souhaitent, eux, véritablement un rapprochement avec l'AfD. Le parti vient de subir une nouvelle débâcle électorale, c'est aussi pour ça que j'en parle, le week-end dernier à Hambourg pour les élections régionales. C'est la première fois que la CDU fait un score aussi bas dans cette région. Le CDU a obtenu 11% des suffrages, derrière le SPD qui obtient 39% et les Verts qui sont passés de 12% à plus de 24,2%, ce qui est énorme. Mais également, pauvre Engie qui va devoir choisir entre des candidats principalement à sa droite, elle dont on dit qu'elle a fait du CDU un SPD idéal, tant elle a porté des valeurs de gauche. Quelque part, elle va devoir choisir entre Friedrich Merz, qui est l'un de ses plus vieilles ennemis, Laschet, qui est une espèce de baron régional issu d'un land, et un autre de ses ennemis, Norbert Röttgen. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle. Et puis alors, ce qui veut dire... surtout... J'ai vu que tu as hoché la tête, genre, bien sûr. Au début, ouais. Les Elchaf, je comprends. J'ai compris moi aussi que les Elchaf. C'est un poison pour la société allemande. En fait, elle fait référence aux attentats de Hanau, près de Francfort, qui ont eu lieu mercredi dernier. Et en fait, ces attentats, il s'agit de 2 fusillades qui ont éclaté dans 2 bars à chicha et qui ont causé la perte de 9 personnes, des Turcs, des Kurdes, un Bosnien, un Bulgare et une Polonaise. L'assaillant présumé a laissé une lettre de 24 pages où il tient des idées clairement complotistes et racistes. Et il a fait ça avant de se donner la mort à lui et sa mère une fois son crime commis. Et en fait,
dans son discours, on l'entend rapprocher ces attentats-là à une série d'attentats qui avaient été commis au début des années 2000 par la NSU, qui est le parti, qui est une espèce de groupuscule néo-nazi. Le parti NSU, je crois que ça doit être parti nazi souterrain. Elle rapproche également ces attentats de l'assassinat de Walter Lübcke, un homme politique allemand issu du CDU. C'était CDU. ça, Lübcke, parce que j'essayais de savoir ce que ça voulait dire, c'était un nom commun, mais en fait je me suis dit, c'est quoi Lübcke ? Qu'est-ce que ça veut dire Lübcke ? Issu de la CDU, pro-migrant, qui a été abattu, on en a très peu parlé, mais il a été abattu d'une balle dans la tête chez lui en juin dernier. Son assassin néo-nazi a avoué son crime fin juin. Elle fait également référence aux attentats de Halle an der Saale qui ont eu lieu à Yom Kippour à l'automne dernier. Preuve qu'il y a bien, malheureusement, un terrorisme d'extrême droite en Allemagne. On comptabilise... j'ai trouvé des chiffres dans un article du Monde. Dans son rapport annuel de 2018, on a l'Office fédéral de protection de la Constitution en Allemagne qui a comptabilisé 24 000 militants d'extrême droite en Allemagne, classés comme violents pour plus de la moitié d'entre eux. Ce qui est particulièrement inquiétant quand on sait que nul autre pays européen n'a une éducation civique contre les idées, des idées d'extrême droite. Personne n'a une éducation civique comme les Allemands. Ah ouais. En fait, c'est un terme qu'on appelle le Vergangenheitsbewältigung, à savoir la maîtrise particulière du passé, c'est-à-dire le travail mémoriel en fait sur le nazisme. Donc c'est particulièrement oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est particulièrement inquiétant quand on se dit l'Allemagne bénéficie, les Allemands bénéficient d'une vraie éducation civique et de sensibilisation contre les idées racistes. C'est pas seulement un regard sur l'actu allemande que tu nous proposes, c'est carrément un cours de culture politique et historique de l'Allemagne. On sait tout sur les partis, les sous-partis, avec l'accent en plus. Cool, j'espère que c'était Merci pas trop confus. Non, Point du tout. La situation est complexe. Et quand la situation est complexe, il faut prendre le temps de l'éclaircir. Merci Lila. Je vous préviens tout de suite que j'ai fait beaucoup plus court. Pour moi. Peut-être parce que mon sujet était beaucoup moins complexe. Quoique, vous allez voir. Vas-y, on est prêt. C'est parti. J'adore le tir sur cible et je joue du clavecin. Du côté des idées, j'aime le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais par contre, je déteste les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. Très ouvert d'esprit, je considère que la culture française va de Diderot à Booba. Je bosse de temps en temps au CHU de Lausanne comme radiologue spécialisé en IRM cérébral après avoir validé un mémoire de master recherche en sciences cognitives sous la direction de monsieur Stanislas Dehaene, le neuroscientifique. J'ai seulement 36 ans, mais je suis déjà passé par 3 partis politiques différents. Le PS, En Marche et l'UDI. Mais j'ai quand même préféré créer mon propre parti, qui s'est appelé un temps « Je suis français et européen ». Avant d'être renommé... Blazy, non Non. Enfin, je me disais politique médecin, tu vois. Blazy, on n'est pas en 97. Mais non, mais je me disais politique, tu vois, médecin, ancien médecin. Mais je n'ai pas, cela dit. Alors, je précise que les coups de boutoir que vous entendez derrière sont liés aux travaux à l'étage du dessous. Ouais. Et je poursuis ce petit élément biographique. Donc, j'ai créé un parti qui s'appelle « Je suis français et européen ». Non, improbable. Avant d'être renommé, non, encore plus improbable. Valeur absolue, c'est le nom de mon parti. Sur Twitter, mon terrain de chasse favori, j'ai défendu Marcel Campion, j'ai moqué le maquillage de la sénatrice Esther Benbassa, j'ai même vanté mon amitié naissante avec Marion Maréchal Le Pen, ce qui me vaut... mais Sonne Forget, évidemment. Sonne Forget, Joachim. Et oui, Joachim. Mais en fait, tu vois, moi, j'avais pas l'historique sur ce mec. J'ai découvert avec Griveaux. Et donc, merci de me le faire. Médecin. Et voilà. Et on comprend mieux la team foufou. Je vais y venir. Et oui, Twitter, c'est Twitter qui vous a mis sur la piste de monsieur Joachim Sonneforget. Twitter, son terrain de chasse favori. J'arrête de parler à la première personne. Oui, il a défendu Marcel Campion. Il a eu une grosse polémique avec Esther Benbassa, la sénatrice dont il se moquait du maquillage. Il a vanté son amitié naissante et fait des selfies avec Marion Maréchal Le Pen.
ce qui lui vaut une réputation assez justifiée, il faut l'avouer, de troll politique. Car oui, il revendique le fait, je cite, de faire le buzz en utilisant les principes de la psychologie cognitive. Tout un programme. Il est très pote avec Laurent Alexandre. Alors, j'allais y venir. D'ailleurs, je suis un membre de la team Foufou, drôle d'attelage réunissant l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, et le docteur Laurent Alexandre. Et moi-même. Ouais, t'as pas lâché sa grande amitié avec Benalla, ce qui nous aurait permis... Trop facile. Trop facile. Ou vous dire qu'il est né à Séoul et qu'il a été adopté. Voilà, c'était trop facile. Okay, voilà, j'ai choisi, un peu comme Lila, des indices improbables, comme ce pays disparu qui nous a complètement embrouillés tout à l'heure. La team Foufou, donc oui, c'est un selfie pris il y a quelques mois avec Laurent Alexandre et Alexandre Benalla, qui était déjà assez surréaliste. Et le 12 février dernier, Joachim Son-Forget donc a annoncé sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, donc chez Cyril Hanouna, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le lendemain, 13 février, il relaie sur Twitter un lien permettant d'accéder à des vidéos privées à caractère sexuel impliquant M. Benjamin Griveaux, député et candidat aux élections municipales de 2020 à Paris. Vidéo qui le mettait en scène donc, dans une relation extra-conjugale. Si j'ai fait ça, c'était évidemment pour prévenir le concerné et sans aucune intention malveillante. C'est défendu Joachim Son-Forget, on n'en doute pas. Et donc, ça n'est pas de son ressort si M. Griveaux a choisi de démissionner en conséquence de cette révélation de la vidéo. Son-Forget s'expose aujourd'hui à des possibles poursuites pénales. Plusieurs députés l'ont rappelé. Oui, c'est pas encore réglé, c'est imminent, décision imminente sur ça. Joachim Son-Forget, qu'est-ce que je vous ai pas dit ? Oui, il est devenu quand même en 2017 député de la 6e circonscription des Français de l'étranger, donc Suisse, Liechtenstein, puisqu'il est, il a une connexion suisse forte. Avec 63% des voix au premier tour, il avait écrabouillé la candidate des Républicains, 75% au second tour, donc c'était une des figures du macronisme naissant. Et il s'est très vite auto-dissous. Rien à voir avec Guy Forget d'ailleurs ? Alors, à ma connaissance, non. Je n'ai pas vérifié mes sources sur ce point, mais ils sont très différents en tout cas. Il y en a un qui est très sage et un qui est très foufou. Pourquoi on parle de Son-Forget ? Vous en avez sûrement entendu parler beaucoup. Peut-être comme beaucoup de Français, vous avez découvert son nom aussi le 14 février dernier. À moins d'être des tweetos et de suivre le personnage depuis déjà des mois. J'en parle parce que dans le nouveau numéro du magazine Uzbek Erika, que vous pouvez retrouver dans tous les bons kiosques depuis déjà 2 semaines, on écrivait ceci: personne ne peut exclure que le second tour de la prochaine présidentielle oppose Cyril Hanouna à Éric Zemmour. Alors on avait pris ces 2 noms-là parce que c'est ceux qui nous paraissaient les plus crédibles, notamment au regard de ce qui s'est passé en Ukraine, où le président a été élu et le nouveau président Zelensky était un animateur donc comédien d'une série, comédien d'une série, oui, et qu'on n'a toujours pas vu et qu'il faudrait qu'on voit. Il était comédien d'une série, il a été élu, tout le monde avait dit le nouveau Reagan mais puissance 10 et on se disait mais en fait ça peut arriver en France et on est au moment où ça peut arriver en France et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, juste avant cet édito, c'était juste avant le moment Son-Forget et ce qu'on appelle aujourd'hui le Griveaux-gate. Hashtag Griveaux-gate, donc qui circule beaucoup depuis 2 semaines sur Twitter, cette séquence d'actualité surréaliste, littéralement sidérante et qui a définitivement fait entrer la France dans ce qu'on pourrait appeler une zone d'ombre à caractère ultra-populiste, si tant est qu'on puisse définir ce terme et s'accorder sur la définition de ce terme, et une zone dont elle semblait encore un petit peu préservée, la France. Voilà. Donc peut-être un nouveau moment de notre histoire politique qui ressemble dans cette première phase à un grand n'importe quoi. Et dans cet édito, on évoquait ce chiffre de 74% des Français qui disent se retrouver aujourd'hui en pleine science-fiction et qui ont l'impression de ne pas vivre dans la réalité, mais dans la science-fiction. Et c'est vrai que ce genre d'éléments, là, c'est pas Retour vers le futur, c'est pas les voitures volantes, c'est pas les robots, mais c'est littéralement quand la fiction devient réalité. Voilà, c'était un sondage de août 2019, 74% des Français qui disent se retrouver en pleine science-fiction. Et c'est vrai qu'on a vu cette séquence d'actualité avec Son-Forget et le docteur Alexandre qui relaie un lien vers un site avec des vidéos porno de Benjamin Griveaux, en fait, site créé donc par un artiste russe, Piotr Pawlenski. On s'est tous retrouvés un petit peu chamboulés. On s'est dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que cette alerte du monde est vraie ? Est-ce qu'elle n'est pas vraie ? On dirait le Gorafi. Il y avait un côté Gorafi. Et surtout, sans le vouloir, en partageant ce fameux lien,
Joachim Son-Forget a rouvert en fait ce vieux débat un peu rance sur l'interdiction de l'anonymat sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, pour être précis. Et ce, alors même que l'anonymat n'est pas du tout son truc à Son-Forget. Il assume complètement d'avoir partagé ce lien. Intéressant de voir aussi que Piotr Pawlenski, donc l'artiste russe qui a créé le site Pornopolitique qui a hébergé cette vidéo, pareil, revendique totalement son action, on est même très fier. Donc c'est assez politique pour lui. De l'art politique. Oui, voilà, on va dire ça. Et donc en fait, on a deux types qui sont totalement dans la revendication personnelle, assumée, et on a un débat politique en parallèle qui s'est déclenché dans la foulée sur l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc c'est totalement surréaliste. Là aussi, on a des députés, des élus comme Gérard Larcher, Bruno Bonnell, toute une ribambelle de politiques qui sont engouffrés dans ce mouvement en appelant à civiliser, réguler à tout prix Internet, interdire l'anonymat. Éric Ciotti aussi avait été depuis des mois sur cette ligne-là, alors qu'encore une fois, le point de départ, en tout cas, il peut y avoir un débat sur l'anonymat, c'est pas le sujet, mais le rapport entre l'anonymat et cette affaire Griveaux est quand même pas du tout évident. Et pour finir, cette affaire, elle intervient quand même en plein débat, donc sur le projet de loi Avia dit contre la haine en ligne, qui permet aux plateformes donc en ligne de supprimer des contenus jugés illicites. C'est aussi pour ça qu'il y a un écho politique aussi fort. En première lecture à l'Assemblée, donc Éric Ciotti, j'en parlais, député LR, les Républicains avaient voulu muscler le texte en proposant d'en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux, mais sa proposition avait été retoquée par la rapporteure du projet, la députée LREM Laetitia Avia, d'où le nom de projet de loi Avia. Depuis le Griveaux-Gate, il y a aussi pas mal d'élus En Marche ou de responsables d'En Marche qui ont laissé penser qu'il y aurait une nouvelle législation sur la question de la protection de la vie privée en ligne. Donc est-ce qu'on va encore faire une loi suite à une affaire qui certes a un retentissement politique considérable, mais qui est quand même un sujet sur lequel il y a déjà beaucoup de littérature législative. Donc voilà, je pense que là, Son-Forget, il n'avait pas forcément vu venir les tweets de Gérard Larcher sur l'anonymat, mais voilà, il a ouvert une boîte de Pandore, comme un peu souvent à chaque fois qu'il y a une affaire de vie privée sur Internet. Donc il faut suivre tout ça, il faut suivre aussi l'évolution de ce personnage, donc Joachim Son-Forget, qui dans la foulée de l'affaire s'est mis à poster aussi sur Twitter One nude a day, un nu par jour, avec des photos étonnantes, avec des tweets écrits en majuscules tels Donald Trump. Voilà, ça fait. On est entre le pathétique, le fascinant, le surréaliste. En tout cas, c'est troublant. Il avait appelé Hanouna à se présenter avec lui. Alors en fait, il a donc été chez Hanouna. Il y avait cette question de la candidature Hanouna, et lui, il avait dit, je pense pas que ce serait comme ça. Et en fait, oui, avec Benalla et Hanouna, en fait, il les a un peu ralliés à sa cause, on va dire, mais parce qu'il y avait depuis des mois, en fait, cette rumeur depuis le mouvement des Gilets jaunes, une candidature Hanouna. Qui n'a pas été du tout incarné ou défendu par Hanouna, qui a beaucoup aussi une construction médiatique. Il y avait pas mal de dits proches d'Emmanuel Macron, qui redoutaient une candidature à la Coluche. En fait. Et c'est cette hypothèse d'une candidature à la Coluche, populaire, plus que populiste, venue d'un humoriste ou d'un animateur qui faisait peur, quoi. Et bon, que Son-Forget ne semble pas a priori en mesure d'incarner, vu la tournure récente et les poursuites pénales auxquelles il s'expose. Mais on est à l'abri de rien. Il faut suivre. Ce qu'en dit Hanouna n'est pas complètement rassurant. Il dit, pour l'instant, je n'y pense pas, mais... Oui. Il dit à la fois, arrêtez de m'embêter avec ça et de venir me chercher. Je suis là pour divertir. Mais il y a ce, il y a ce à ce jour où, pour l'instant, qui n'est pas non plus un no-go total. Non, pas du tout même. Donc voilà, je voulais vous partager un peu ce moment surréaliste. Ce moment surréaliste. JSF. Voilà, JSF. Joachim Son-Forget. Et on va à suivre ou à ne pas suivre sur Twitter. Oui, voilà. Vous le souhaitez. Mais pour le problème, votre c'est que même mentale. quand on le suit pas, il y a tellement de gens qui le suivent qu'on finit par le suivre indirectement. Annabelle, à toi pour la 3e séquence d'actu. Je grandis à Nantes, où mon père est propriétaire d'une boîte de nuit. Je commence le sport pour lequel je vais être connue à 7 ans, à Rezé, en Loire-Atlantique. Je suis une athlète star de ma discipline dans les années 90. Je remporte très exactement un palmarès de 10 titres de championne de France en couple. Marie-Josée Pérec, Sarah Abitbol. Ouais. Ah oui. tu t'es bien. Mais j'ai des fans de patinage artistique. C'est vrai. C'est aussi pour ça.
Très bien. Donc, elle a remporté 10 titres de championne de France en couple entre 1994 et 2003, une place de vice-championne d'Europe et une médaille de bronze au championnat du monde 2000 avec le patineur artistique. Lila, comment il s'appelait ? Stéphane. Pesera. Non, attends, Pesera, c'était Gwendal. Non, Oh là là. non, Gwendal Stéph- Pesera, c'était Marina Anissina, voyons. Oui. Oh là là, Lila, Stéphane Sans comment ? oublier les Duchesnay. Stéphane, je sais plus. Bernadis. Stéphane Bernadis et Sarah Abitbol, mais bien sûr. Moi, je préfère la danse sur glace. Très bien. Vous savez tout sur Mais, Lila, c'est- son ouais. accent allemand Non, mais là, on vient parfait, d'apprendre un son truc. goût pour la danse sur glace. Donc, si je reviens dans l'actualité médiatique ces dernières semaines, à 44 ans, alors que je suis devenue chorégraphe et entraîneuse, c'est pour la publication d'un livre intitulé Un si long silence, où je dénonce l'omerta qui règne dans le sport sur les violences sexuelles. Donc, Sarah Abitbol raconte début février avoir été violée par son entraîneur à 15 ans. Elle l'accuse de viol, d'attouchement et de harcèlement sexuel alors qu'elle était âgée entre 15 et 17 ans. Et lui avait entre 33 et 35 ans. Elle ne porte pas plainte puisque les faits sont prescrits, mais elle décide de parler, donc 30 ans plus tard, pour que la honte change de camp et pour dénoncer le monde sportif qui a protégé et protège encore, écrit-elle, son agresseur. Puis, dans l'équipe, une autre ancienne patineuse, Hélène Godard, affirme avoir été victime de violences sexuelles de la part du même entraîneur, qui s'appelle donc Gilles Beyer, alors qu'elle était mineure à la fin des années 70. Ce jour-là, donc l'équipe, vous vous souvenez de cette une, la fin de l'Omerta, qui est quand même une une assez marquante. Ils ont donc enquêté sur les milieux de la natation, du tennis et du patinage artistique, avec des témoignages à chaque fois donc similaires. C'est des adolescentes qui sont victimes de violences sexuelles de la part de leur entraîneur et dont la parole à l'époque est niée. Ou alors elles n'ont rien dit, mais la plupart du temps, elles ont dit quelque chose, mais on ne les a pas entendues. Surtout, on comprend combien les agresseurs ont été protégés. C'est ce qu'explique Sarah Abitbol notamment. Donc, en 2001, Gilles Beyer a fait l'objet d'une enquête administrative. Il y avait eu un signalement de parents d'une jeune patineuse. À la suite de cette enquête, il est décidé qu'il ne devait plus avoir aucune fonction d'encadrement de jeunes. Mais alors qu'il est mis à l'écart après cette enquête, on va le retrouver au même poste dans son club d'origine. Ensuite, il effectue plusieurs mandats au bureau exécutif de la FFSG, donc Fédération française des sports de glace. Et puis, il a même été team leader pour les mondiaux juniors de 2011. Donc, je pourrais détailler encore, mais tout ça, c'est donc des dysfonctionnements qui ont été dénoncés par la ministre des Sports, qui a donc demandé à Didier Gaillaguet, le président de cette fédération, de démissionner. Donc, il a d'abord refusé de démissionner en vraiment se défendant lui-même sans vraiment prendre acte de ce qui sortait. Et puis finalement, il a cédé le 8 février. Tout ça pour dire que du coup, le monde du sport connaît une vague de révélations sans précédent d'agressions sexuelles. Je regardais, il y a quelques jours, des skieuses ont déclaré avoir été victimes d'agressions sexuelles, donc toujours de la part de leur entraîneur. C'est toujours vraiment le même schéma. Elles appellent leur fédération à briser l'omerta dans le ski, dans le sport en général. Une convention a quand même été organisée, donc c'était vendredi 21 février. La Sarah Abitbol a eu le droit à 1 minute entière de standing ovation. C'était assez fort. Et donc, tout un tas de témoignages ont été entendus, avec aussi l'annonce de certaines mesures. Donc, bon, après, c'est des mesures, c'est toujours donc une nomination d'une déléguée ministérielle chargée de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport pour qu'elle pilote les travaux, l'élargissement de 3 à 6 personnes de la cellule d'écoute qui est mise en place au sein du ministère, ou une réunion prévue le 25 mars sur la planification de la généralisation des contrôles d'honorabilité, ce qui est donc un contrôle destiné à vérifier les antécédents judiciaires des bénévoles et qui, pour l'instant, d'après ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, a fait ses preuves. Donc, les personnes qui ont été présentes à cette journée ont été apparemment très interpellées par ce qui s'est raconté, mais la mobilisation des fédérations demeure très faible et la ministre des Sports a regretté que seuls 11 présidents de fédérations sur 36 n'aient été présents. Donc,
voilà, il y a encore beaucoup de boulot, mais il y a un écho qui est quand même sans précédent de ces témoignages, alors que pour la plupart, ces victimes ont parlé et leurs paroles à l'époque n'avaient pas été entendues. Moi, j'ai vu le témoignage de Sarah Abitbol. Dans l'Obs, du coup, parce que donc... Je l'ai vu en Ouais. passage télé Ouais. sur l'émission de la. Sur Inter aussi. C'était avec Ali Badou. Bon, c'était un de ses premiers passages télé. Donc elle avait encore du mal à en parler. Elle disait: je commence tout juste à être un peu à l'aise et à être moins stressée dans la prise de parole. C'était vraiment dans la foulée des révélations de l'Obs. Ce qui était spectaculaire, c'était effectivement l'emprise que peuvent avoir par leur statut et leur personnalité. Le Gilles Beyer, c'est ça, en question, était quand même un grand champion extrêmement respecté. Ouais. Et donc l'aura que peuvent avoir ces personnes-là au sein de la fédération, mais même chez les parents des très jeunes sportifs, pour qui c'est une chance incroyable d'être entraînés par des gens aussi respectés, respectables sur le papier. Et un vrai problème, ça rappelle beaucoup de témoignages récents aussi sur l'aura, mais c'était la même chose dans la culture avec l'affaire Adèle Haenel. Ouais. Puis la même chose dans l'église. Hein. Aussi, bien sûr. Et autre sujet, je lisais un papier intéressant sur les problèmes de violence dans le football, les vestiaires de football en Angleterre. Et donc le sport collectif n'est pas épargné non plus. C'est vrai que souvent on met en avant, là en plus il y a toute une salve de révélations sur le tennis et le patinage, la natation, le ski. Mais les sports co sont pas du tout épargnés malheureusement par ce phénomène. Et le sport confirme qu'il est vraiment le laboratoire de notre société, et pour le meilleur et aussi pour le pire, quoi. C'est un peu... Et là, on est vraiment dans ce moment, cette séquence où il y a beaucoup de révélations. Lila, tu voulais ajouter quelque chose? Tout est dit. Non, mais c'est vrai que c'est un peu navrant de voir que tu as un tiers des présidents de fédération qui sont là. Et puis qui même, se déplacent. Ouais. La première réaction de Didier, c'est ça? Gaillaguet, ouais. Didier Gaillaguet. Qui l'a depuis un bail. C'était vraiment surtout... assez consternant. Enfin, vraiment, il se défendait lui-même, alors que... c'est un renversement de la situation, quoi. Prends acte de ce qui est en train de te tomber sur la tête et propose ton soutien aux victimes. Gaillaguet a été accusé, je crois qu'il a été condamné d'ailleurs d'affaires... Oui, de lobbying. Alors, ça. de lobbying, mais il me semble aussi... Pendant 3 ans, il a été absent à cause de ça. Des entourloupes un peu financières. Et à l'époque déjà, il avait été mis en examen et il avait refusé, il avait freiné sa démission. Ah oui, d'accord. C'est peu surprenant. Il était bien, il est content, il aime bien son poste. Mais il est plus là, donc ça y est. Il a cédé finalement. Il a été démis de ses fonctions. Yes. Vous avez appris plein de choses, peut-être comme nous, sur les sports de glace et leurs fédérations, sur la NSU, la CSU et la CDU. Ouais, CDU. Sur le RDA. Sur Twitter aussi, sur ces éminents représentants de ce JSF, éminents représentants tweetos de ce début d'année 2020 politiquement mouvementé. On profite de cette séquence bruyante, puisque ça bouillonne autour de nous, en dessous de nous apparemment aussi, où il y a des coups de massue et des cloisons qui s'effondrent. Voilà, une ambiance de travaux autour de nous pour vous dire à bientôt. Vous rappelez qu'on a plein d'autres podcasts que Salut Turfu. Il y a Ma Bataille, il y a Rétrofutur, il y a 300 milliards d'étoiles, il y a Tech Clash et donc Salut Turfu. Donc écoutez-nous vraiment sur tous nos supports, sur toutes nos plateformes. Voilà, envoyez-nous plein de messages d'amour et de commentaires et de remarques et de critiques aussi. On aime bien ça. Et puis à bientôt dans le Turfu. Salut.